Mhm. Bonsoir à tous et à chacun. Je me présente Yobudi Nanja et aujourd'hui, c'est moi qui suis chargée de modérer notre activité de Talk qui a pour thème l'agilité. Voilà. Donc, le thème du jour, c'est l'art de faciliter la gestion des projets agilité. Et on va présenter brièvement notre conférencier, Monsieur Napi Traoré, qui a plus de 6 années d'expérience en ingénierie informatique dans un contexte agile. Il est diplômé de Superfo et il est aussi certifié Professional Scrum Master et Professional Product Owner. Il accompagne les organisations et les équipes produits dans leur transformation agile en apportant de la valeur aux équipes à travers sa propre expérience de développeur, en accompagnant aussi les équipes et les organisations à parler le même langage Scrum. Il anime des événements Scrum, Daily Scrum, Planning Sprints au sein des organisations agiles. Donc, bienvenue au billet top du jour et on peut maintenant démarrer. Donc, merci Merci à toi, Léopoldine. Voilà, je pense que je peux me représenter, c'est Navi Traoré. Donc, voilà. J'ai rien à rajouter, c'était parfait la présentation. Donc, après, je réponds à toutes questions au cours de cette cérémonie. Voilà. Et bienvenue aux participants, bien sûr, à Michel et à Jules Kwame. Donc, on ne t'a pas entendu depuis là. Je ne sais pas s'il est bien connecté. Bonsoir, Gilles Kwame. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gilles. Je t'entendais très faiblement. Je ne sais pas si c'est à mon côté, à mon niveau. Je veux dire, j'entends Nabi très faiblement. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Voilà. Merci. Je ne sais pas, aux autres de répondre. Vous m'entendez bien ou pas bien? Bon, moi, je t'entends très bien. De mon côté, c'est bon aussi. Bon, de mon côté aussi, c'est bon. Ouais. Okay. Même jusqu'en Belgique. Donc, Jules, ça va mieux maintenant ou tu me ressors toujours faiblement? Oh, c'est bon maintenant. Peut-être que c'est l'intonation de la voix, peut-être qui est peut-être faible. Sinon, c'est bon, je t'entends bien. Ok, bah super. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je vous ai préparé un petit slide, une petite présentation. Donc, vous me dites, tac, tac, je vais partager mon écran. Tac. Donc, Léopoldine, je te laisse te déconnecter, s'il te plaît, du partage. Ok, tac, et tac. Ok, c'est bon pour tout le monde? Oui. Okay. Oui, pour moi. Donc, l'intitulé ne change toujours pas. Donc, là, c'est là de faciliter la gestion des projets. Donc, et le thème, c'est l'agilité. Hein, voilà. Et là, c'était juste peut-être rappelé, mais ce n'est pas la peine. Donc, je pense que Léopoldine l'a bien fait. Donc, peut-être un peu plus en détail, moi, j'ai un passif de développeur, donc développeur logiciel, un peu 6 ans d'expérience en tout, on va dire. Voilà, donc j'ai beaucoup développé, et donc sur beaucoup de langages informatiques, du Java, du Java côté back, PHP, et puis voilà, des choses comme, et pas mal du côté front, donc beaucoup d'IHM. Et donc, finalement, je me suis découvert en fait une réelle passion pour tout ce qui est agilité, donc tout ce qui est méthode de travail agile. Donc, voilà, et je me suis plus dirigé par là. Et actuellement, je suis Scrum Master, donc pour un client bancaire. Donc, je ne vais pas faire la promo ici. Voilà, donc je fais pas mal de bancaires et puis pas mal de le Premier ministère. Et puis voilà. Et je vis actuellement en France, donc je suis depuis un peu plus de 6-7 ans, non, je pense. Voilà. Donc, voilà à peu près pour mon profil.
Donc là, on va maintenant présenter en fait, la méthode traditionnelle. Donc, on ne peut pas parler d'agilité sans évoquer la méthode de travail traditionnelle. Donc, on en parlait tout de suite avec Michel. Donc voilà, on ne peut pas mentionner d'agilité sans méthodologie voilà, de cycle en V. Voilà. Donc le cycle en V, je ne sais pas si ça parle à Michel, certainement. Après, le reste, vous me Oui, dites. bien sûr, ça me parle. Il y a le V, il y a le W, il y en a d'autres encore, hein, mais le V est probablement le plus répandu, oui. C'est ça, voilà. Donc, et, les autres, ça vous parle un peu ou... Ce qu'on peut Moi, je ne connais faire, pas trop. avant que je continue, je propose quand même que chacun se présente, vu qu'on n'est pas nombreux, donc ça peut être intéressant quand même de connaître le profil de chacun. Voilà, avant que je continue, parce que voilà, j'aimerais que ce soit très, très interactif. Et voilà, la question peut venir, et puis moi, je m'arrêterai, puis voilà, je donnerai des réponses. Mais voilà, déjà avant de commencer, on n'est pas très, très nombreux. Je pense qu'on doit être 5, donc on peut peut-être se présenter, hein. Je vous laisse la main pour vous présenter si vous voulez bien. Gilles, si tu parles, ton micro est coupé. Je vois, il y a Bassa Joanne qui nous a rejoint aussi. Ok, donc Gilles Kwame, je suis ingénieur télécom, D'accord. voilà, avec environ 8 années d'expérience. Voilà, et puis donc, je m'intéresse à la business analyse, pardon. Donc, Oui. je suis là pour suivre le webinaire, si je peux le dire comme ça. Mhm. Donc, je disais tout à l'heure que le cycle en fait, peut-être que je connais, peut-être que je ne connais pas, mais le terme tel qu'écrit là ne me dit absolument pas grand-chose. Mhm. Okay, merci. D'accord, merci Gilles. Bassa Joanne, peut-être? Ok, moi c'est Joanne Bassa, Business Data Analyse avec un peu plus de 4 années d'expérience. Et donc, tout ce qui est cycle en V ou agilité, ça te parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Je n'interviens pas sur le projet, donc pas du tout. Ok, ça marche. Bon, bah, merci. Donc, on va pouvoir continuer. Je vais mettre ça là. Ok, donc je parlais de méthode traditionnelle, donc en l'occurrence, celle la plus répandue, donc cycle en V, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, ça scroll. Voilà, là, c'est bon, hein. Je dois le faire manuellement, apparemment, ça ne passe pas par la souris. Donc, la méthode traditionnelle ou cycle en V, donc c'est couramment, nous on appelle, en tout cas moi, donc j'appelle ça cycle en V couramment. Donc, Michel peut-être aurait notre appellation. Donc voilà, il y en a pas mal qui existent. Donc en gros, c'est un modèle de gestion de projet donc, qui se compose en phases. Donc on peut remarquer une phase descendante et puis après une phase un peu plus ascendante. Voilà. Et puis, donc du coup, on a deux critères, donc le temps et puis le niveau de détail. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on prend un projet, on va mener le projet en fait, dans sa globalité. Donc, il y aura en fait pas mal de phases. Donc, en premier point, du coup, on va avoir une phase d'analyse des besoins. Ensuite, une fois que les besoins seront OK, donc on va passer plutôt à une phase de spécification. Donc, généralement, dans les groupes, on a des profils qui sont plus à l'aise avec tout ce qui est spécification. Donc, après, ça peut varier, mais voilà, je ne vais pas donner de profil parce que ça peut varier vraiment d'une entreprise à d'une autre. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et voilà, une fois que les spécifications sont validées, on passe maintenant à la phase de conception. Donc, c'est là où vraiment les développeurs vont rentrer en jeu parce que la phase de spécification, la plupart du temps, peut-être embarquer un lead de tech. Sinon, généralement, voilà, ce n'est pas une partie qui concerne, voilà, les développeurs n'assistent pas vraiment beaucoup à ça. Voilà, ce sont des choses qui sont faites en amont. Et une fois que, voilà, donc en phase de conception, c'est là où les développeurs ou même les architectes
vont prendre le relais. Et donc, de la phase de conception jusqu'à la réalisation. Donc, si je prends, bon, je finis déjà de décrire le cycle en V. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a la phase de réalisation est faite, on va passer au test unitaire. Donc, tout ce qui est test unitaire, au fait, je finis mon travail, je finis mes travaux. Je prends un exemple un peu plus palpable dans le cadre du développement d'un site web, par exemple, ou d'un logiciel informatique. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc, une fois que j'ai fini de développer mes fonctionnalités, voilà, donc je passe au fait à la phase de test unitaire. Donc, des tests unitaires, ça peut être côté front, côté back. Si ça parle à chacun, c'est vraiment dans le cadre de développement informatique. Donc, ça dit qu'on va tester ce qui a été réalisé, en gros. Et une fois que les tests passent, on va passer au fait au test d'intégration. Donc, les tests d'intégration, voilà, c'est un peu relié au fait, ça se fait généralement sur des plateformes. Donc, encore à ce niveau-là, ça dépend vraiment de chaque structure. Donc, chaque structure, au fait, gère tout ça comme, gère tout ça comme elle le souhaite. Voilà. Donc, c'est pas rigide. Donc, ça peut varier vraiment. Donc, une fois que les tests d'intégration sont OK, donc on va passer au fait aux recettes métiers. Donc, les recettes, généralement, en fait, on va déployer ce qui était déjà développé. Donc, sur des plateformes où on a plus de profils testeurs au fait, qui vont prendre ça en main. Donc, ils vont tester ce qui a été fait. Et voilà, donc si c'est OK, voilà, on balance en prod. Puis sinon, s'il y a des bugs souvent, donc les bugs sont remontés. Hein, donc voilà, donc justement à gauche, je dis, après correction de bugs, souvent on peut passer à un modèle un peu plus W. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, on ne va pas pouvoir aller revenir à des étapes, mais on va en fait, faire le cycle, en fait, on va plutôt faire un cycle complet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir à la phase de conception ou à la phase de réalisation, c'est-à-dire, voilà, on va vraiment modifier à chaque niveau. En fait, chaque niveau sera modifié. Voilà. Donc, au niveau de l'analyse des besoins, par exemple, peut-être que le besoin a changé ou il y a des choses au fait, qui ont bougé depuis. Parce que je vais peut-être dire n'importe quoi, mais au niveau des analyses de besoins, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre l'analyse des besoins et la phase de réalisation, en fait, ça peut tirer quand même. Donc, on peut compter ça en nombre de... Ça peut varier entre 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ça dépend vraiment de... Voilà, j'en ai vu des projets, vraiment, les choses ont été faites en amont, donc longtemps, en fait, longtemps avant la phase de réalisation. Donc, voilà, ce sont des choses, ce n'est pas fixe, donc ça varie beaucoup en fonction des projets. Voilà. Et Michel, n'hésite pas à m'arrêter si tu as des choses à compléter ou si tu as des questions. Donc, c'est valable pour Michel et pour tous aussi. Hein. Donc, voilà, c'est interactif. Écoute, ici, en l'occurrence, avec plaisir, parce que ce que tu viens d'évoquer, le délai qui s'écoule entre le début de l'analyse des besoins et, je dirais, la fin de la réalisation, qui est en fait la mise en exploitation, hein, on parle parfois d'effet tunnel, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression, hein, et c'est un des inconvénients souvent cités pour cette méthode-là, hein, c'est que, à condition, hein, et j'essaye d'être prudent, à condition qu'on ne consulte pas les utilisateurs après l'analyse des besoins, c'est-à-dire en spec, en conception et en réalisation, à cette condition-là, eh bien, les utilisateurs ne voient rien de ce qui se passe entre l'analyse des besoins et la mise en prod. Et donc, cet effet tunnel est beaucoup reproché à ce modèle traditionnel de développement d'applications. D'accord. Je pense que tu m'as... tu es en avance, donc tu m'as chippé quelques bouts de mes slides suivantes. Je m'excuse. Non, mais c'est très bien. Donc voilà, donc on vient justement au fait à cet effet tunnel-là. Donc voilà, c'est comme Michel vient de le dire, en fait, le modèle en cycle en V, voilà, l'un des problèmes vraiment qui... voilà, en fait, l'inconvénient vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que les utilisateurs ne voient pas ce qui se passe. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas fini, généralement, les utilisateurs n'ont pas la main dessus. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas tester.
Je prends un exemple tout bête, hein, c'est-à-dire que voilà, j'ai une maison à construire ou j'ai une ferme, je ne sais pas trop. Donc, ça dit que je prends un architecte ou je ne sais pas, en tout cas des gens qui sont dans le domaine. Ils me disent, bah, tiens, pour ta ferme, en fait, il nous faut 1 an et demi pour construire bah, ta ferme et tout. Et voilà, dans ce 1 an, ça dit que si tu ne consultes pas le client, ça dit que on maintient le plan et tu fais un truc de A à Z, ça dit que tu finis tout et le client, en fait, il n'a même pas la main dessus, ça dit qu'il ne voit pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment, je ne sais pas si l'exemple est parlant, mais c'est vraiment, au fait, et dans le cadre, au fait, du développement d'applications, au final, en fait, l'application est faite pour qui? C'est le client. Et même souvent, ça va au-delà, c'est fait pour les utilisateurs finaux. C'est-à-dire, voilà, c'est pour vous, c'est pour nous. Voilà, ça peut être, voilà. Du coup, quand tu développes une application comme ça sur 7 mois, et je suis bien gentil, hein, il y a des applications qui vont à 1 an et demi, voilà. Ça dit que les utilisateurs finaux ne voient pas ce qui se passe. Et du coup, on va faire 1 an de développement, on va livrer des choses, et finalement, bah, le besoin a peut-être changé. Ou les utilisateurs, en fait, voilà, ils ne se sentent plus à l'aise avec ça. Et bah, on fait quoi? On ne va pas tout jeter à la poubelle. Et c'est là où on va dire, bon, tiens, on va modifier ça. Et si on veut modifier quelque chose, en fait, c'est un effet un peu tunnel, comme l'a dit Michel. C'est-à-dire qu'on va répartir, en fait, à la spécification. On va encore répartir, recueillir les besoins. Et bah, voilà, ce qu'il faut, et on va modifier l'aspect. Et puis voilà. Dieu sait sont comment c'est galère au fait à modifier. Si tu as un document Word de 100 et quelques pages, je ne sais pas comment tu t'en feras modifier des briques comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment l'inconvénient principal du cycle en V. Donc, ça tolère moins les changements de par sa construction linéaire au fait. Voilà. Donc, on a des étapes au fait qui s'enchaînent donc jusqu'à la fin. Et donc, ça nécessite vraiment une documentation importante. Donc, ça concerne en fait la partie spécification. Et les applications compliquées, voilà, du coup, à certains types de projets, en fait. Du coup, on va faire du cycle en V, mais après, ça sera compliqué parce que finalement, on finit de développer une solution et finalement, la solution ne répond pas, bah, ça va à la poubelle, quoi. Et ce sont des millions, en fait, souvent qui... En fait, là, j'en parlais avec un ami la fois passée. Voilà, ils ont développé une solution. Finalement, c'était plus à l'ordre du jour. Bah, c'est 2 millions d'euros qui partent à la poubelle, quoi. Voilà, donc c'est pas souvent simple. Et c'est un cycle très long. Voilà, je disais en fait, une fois qu'on remarque des anomalies, on est obligé de revenir à la base. Donc, et c'est là où ça forme un peu un cycle W, tout simplement. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on est d'accord, on sait tous c'est quoi la méthode traditionnelle. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit tout de suite que le terme ne lui parlait pas. Après explication, ça te parle plus ou pas du tout? Bon, c'était Gilles Comé, j'avais dit que le thème ne parlait pas, mais bon, là, je comprends mieux, voilà. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, maintenant, je voudrais même ajouter, est-ce que le cycle en ville tel que écrit là, ouais, puisqu'on parle de méthode traditionnelle, je me dis, est-ce que, quand on parle de méthode traditionnelle, est-ce qu'on pense à une méthode purement traditionnelle ou peut-être une méthode hybride qui, étant toujours peut-être en V, inclut peut-être d'autres méthodologies, quoi. C'est peut-être ça ma réflexion, en fait. D'accord. Bon, bah, tu auras la réponse. Je ne vais pas te donner une réponse tout de suite, mais tu me reposes la question un peu plus tard et puis on verra bien. Ouais, mais c'est totalement possible. Puis bon, on va voir ça tout de suite, hein. Voilà. Donc, je pense que cette partie-là va plutôt introduire au fait le thème voilà, de notre réunion ce soir, donc l'agilité. Voilà, donc ça fait introduction à l'agilité. Donc, je vais même m'amuser à laisser peut-être Michel définir ce que c'est que l'agilité. Si tu as une idée. Tu me donnes bien des responsabilités, Nabi. D'autant que tu me donnes l'occasion là de pointer quelque chose pour moi qui est fondamental, hein. L'agilité, ce n'est pas une méthode, c'est une approche. Le schéma que tu représentes à côté, c'est du Scrum.
OK. Et Scrum est une des méthodes pour mettre en place l'agilité. Et justement, c'est un des reproches que je fais souvent, hein, c'est, pardon, hein, je ne t'attaque pas personnellement, bien entendu, hein, ok, mais il faut intellectuellement, je dirais presque conceptuellement parlant, faire clairement la différence entre la notion de concept, qu'est-ce que c'est que l'agilité, et la manière dont on fabrique une méthode pour réaliser cette agilité. Parce qu'à côté de l'agilité, enfin, pour l'agilité, à côté de Scrum, il y a d'autres méthodes dites agiles. Il y a l'extreme programming, OK? Donc, moi, je fais, en tout cas, dans ma réflexion actuelle, j'essaye de faire la distinction la plus claire possible, et ce n'est pas toujours évident, hein, et à commencer par ma propre clarté, hein, entre la notion de, ben oui, hein, entre la notion de c'est quoi l'agilité et c'est qui est une approche, qui est une stratégie de développement, ok, et la manière dont elle est réalisée sur le plan pratique. Et ça peut être Scrum, mais ça peut être autre chose aussi. Exactement. Alors maintenant, pour répondre à ta question, l'agilité, hein, par rapport au cycle traditionnel de développement traditionnel que tu as donné tout à l'heure, l'agilité est une stratégie de développement qui favorise la prise en charge de demandes de changement. Alors que, comme tu l'as bien dit, le cycle en V ou le cycle en cascade, hein, la première partie du V est une espèce de cascade, et tu l'as très bien noté aussi, ne prend pas facilement des demandes de changement. Exactement. Okay, et donc, c'est sur ce plan-là qu'il faut voir, en essayant de définir les choses, hein, d'une part, le mode cascade où on V permet des changements, mais pas facilement, tandis que l'agilité est fondamentalement fabriquée pour accepter les demandes de changement. Exactement. Ouais. Bah, elle est je ne sais pas si c'est satisfaisant, hein, mais… bah, elle est très, très satisfaisante. Et le chemin à côté a été fait exprès parce que le thème de mon truc, en fait, c'est l'agilité. Et comme master, je fais beaucoup de Scrum, je fais du Kanban et autres. Et du coup, j'ai voulu faire, je pense que tu fais bien de participer au fait à cette cérémonie, c'est assez intéressant. Parce que, moi, je suis passionné, tu penses? Voilà. Et du coup, j'en parlais tout de suite à Nadège. Hein, je dis, bah, très souvent, en fait, on a cette facilité-là, en fait, de confondre les deux, c'est-à-dire la méthode agile et l'agilité. Voilà. Donc, c'est certaines façons, en fait, de toute façon, bah, plus loin dans mes slides, je fais la remarque. Donc, je ne devrais pas te donner la main plus souvent parce que tu en avances sur le slide. On est complètement en phase. Totalement. Donc voilà. Et donc voilà. Donc là, en fait, on voit plus un schéma qui va expliquer voilà, ce que Michel vient de dire. Hein. Voilà. Donc l'agilité, en fait, c'est tout ce qui va permettre d'apporter ce changement-là. Et donc, c'est bien indiqué en bas. Hein. Donc en bas, voilà, changement. Et apporter une bonne collaboration donc, avec les équipes. Et voilà, donc ce sont des méthodes. Moi, souvent, je dis que c'est un cadre de travail parce que j'aime pas utiliser le truc méthode. Voilà, après, chacun a ses affinités. Mais voilà, j'aime plutôt utiliser le mot cadre de travail. Voilà, pour moi, c'est un cadre de travail. Donc voilà, ce cadre de travail est vraiment mis en place pour atteindre des objectifs, au fait. Voilà, et atteindre des objectifs avec toute l'équipe et avec l'engagement surtout de toute l'équipe. Et voilà, quand on fait du Scrum à l'agilité, voilà, du coup, l'engagement est encore plus vaste. Voilà. Donc, on va mettre en place des choses en équipe, dans l'organisation, pour produire de la valeur. C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut voir au bout du compte. C'est de la valeur. C'est-à-dire, on recherche de la valeur, donc on veut plus limiter le gaspillage. Là, je vais faire une transition vers le lean, mais voilà, un peu plus tard. Donc, voilà. Et du coup, on remarque que ce chemin-là, à droite, donc, il y a une flèche, en fait, qui pointe vers Scrum. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, Scrum, c'est totalement différent, en fait. L'agilité, en fait, c'est-à-dire, on va avoir
on va mettre en place des cas de travail, voilà, de méthodes comme vous voulez. Hein, donc, voilà. Et ça, c'est pour vraiment, en fait, voilà, c'est pour vraiment faire de l'agilité, en fait. Ça englobe tout ça. Donc, généralement, du coup, bah, sur ce chemin, on peut voir du Scrum, on peut voir du Kanban. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses encore qui existent. Donc, on va voir dans les prochains slides. Donc, ça vise vraiment, en fait, à satisfaire le client. Donc, en priorité, on va satisfaire un client. Et bah, c'est comme Michel le disait, en fait, on va accueillir favorablement les demandes de changement. Donc, ce n'est pas rigide, c'est très flexible à ce niveau-là. Et c'est dû aussi à la mise en place des itérations assez courtes, parce que là, on va avoir des itérations de 2 semaines, de 3 semaines en fonction des équipes. Donc, le changement, voilà, on l'accueille assez facilement parce qu'on a des cycles assez courts. Voilà. C'est-à-dire on va pas faire des choses de bout en bout avant de faire intervenir voilà, des changements. C'est-à-dire on va faire, voilà, s'il y a des remarques, on prend les remarques et on essaie de les embarquer. Voilà. Donc, c'est vraiment sa facilité, sa flexibilité au fait, qui fait de cette méthodologie-là en fait, une bonne façon de travailler, on va dire. Et donc, on livre naturellement plus souvent donc, des versions opérationnelles donc, de produits. Et on assure une coopération assez permanente entre le client. Donc, c'est important, en fait, quand on est sur un projet informatique ou n'importe quel genre de projet. Moi, je prends l'exemple des projets informatiques parce que, bah, bien évidemment, je suis issu d'un monde, d'un monde technique, donc je ne vais pas aller chercher ailleurs. Hein. Mais même si on prend dans le monde du luxe, le but premier, en fait, c'est d'amener une coopération assez permanente avec le client. Par exemple, si tu as un client qui est dans le luxe du parfum, des choses comme ça, ça dit que vous n'allez pas fabriquer le parfum avant de dire au client, tiens, on t'a fabriqué le parfum. Non, vous allez mettre en place des solutions et vous allez être en relation avec le client, qu'il dise, tiens, ça c'est bon, j'aime bien ça, j'aime pas, et puis voilà, parce qu'on ne va pas faire un truc et après présenter au client, tiens, voilà, je te fais un produit et point. Non, non, non. C'est-à-dire, on va travailler vraiment au fur et à mesure avec les clients. Voilà. Donc, sur cette partie-là, ça va être ça. Et donc, ça me fait introduire le prochain slide, en fait, qui va parler plus du manifeste agile, donc, et les valeurs et de ses valeurs. Donc, ça, voilà, c'est assez costaud. Bon, pas costaud, mais voilà, il y a pas mal, en fait. Et souvent, quand je parle d'agilité ou même quand je parle de cadre de travail, Scrum ou Kanban ou quoi que ce soit, le plus important, c'est d'avoir un mindset, c'est d'avoir une philosophie de pensée et, qui répond vraiment, au fait, comment est-ce que je pourrais expliquer la chose, en fait? C'est-à-dire souvent, c'est mal compris, en fait, souvent, parce que, voilà, il faut vraiment avoir une approche, il faut vraiment avoir ce mindset-là agile, voilà, qui nous permet, en fait, de comprendre où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut mettre en place. C'est vraiment ça. Donc, bien évidemment, en fait, on a du mal, et même maintenant dans les entreprises, pour passer en mode agile, c'est assez compliqué. Voilà, tout le monde ne comprend pas, souvent les clients ne comprennent pas, donc il faut convaincre les clients, il faut convaincre souvent l'organisation. Donc, ce n'est pas assez simple. Donc, voilà, on va attaquer les 4 valeurs. Donc, voilà, c'est les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Ici, en fait, l'attention, il faut noter qu'on ne dit pas de ne pas mettre en place des processus ou des outils. Attention, on dit de privilégier les interactions entre les individus. C'est-à-dire, on ne va pas faire de documentation lourde. Voilà. C'est-à-dire, on va privilégier en fait, le contact direct. Voilà. Et donc, c'est pour ça, généralement, on réunit les équipes dans un même open space. Voilà. Donc, c'est privilégier vraiment l'interaction des individus plus que les processus et les outils. Donc, ce n'est pas dit qu'on ne doit pas faire le processus et les outils. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc, j'apporte cette précision à ce niveau-là. Et du coup, la deuxième valeur, c'est quoi? C'est des produits opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Ça dit qu'on ne va pas passer tout le temps à mettre en place des gros fichiers de spécifications et on perd au fait, le focus. C'est-à-dire, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut un produit opérationnel. Voilà. Et du coup, on met en place des choses assez rapidement et on communique directement avec les clients. Voilà. Que de faire des documentations, on prend 1 mois, 2 mois, on fait des documentations qui doivent passer de main en main
et être validé avec des délais du coup assez longs. Et donc, ça, ce n'est pas souhaitable, en fait. Voilà. On peut avoir des documentations, mais vraiment soft, donc qui vont permettre à l'équipe de produire de la valeur. Voilà. Donc, en termes de valeur, en fait, on va retrouver la collaboration avec les clients. Donc, ça, j'avais déjà mentionné ça. Donc, plus que la négociation contractuelle. Donc, ça dit qu'on va privilégier une relation vraiment directe avec le client. Voilà, recueillir son besoin, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et puis bah, les délais. Du coup, bah, il y a les délais aussi, donc c'est important. Et donc, en dernier point, on va plus avoir en fait l'adaptation au changement. Donc, c'est ce qu'on disait tout de suite avec Michel. Donc, on va accepter le changement à tous les niveaux. Donc, voilà, ça ne veut pas non plus dire que pendant que je suis en train de développer des fonctionnalités, le client va vouloir que j'ajoute au fait des tonnes de fonctionnalités. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On peut prendre au fait le besoin et puis du coup, on se dit avec les clients, on va le faire un peu plus tard. Voilà. Donc, demander au fait quelle valeur ça apporte de le faire directement là maintenant. Voilà. Donc, ça, ce sont des négociations aussi à faire avec le client toujours. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais voilà, c'est le système. Donc, on essaie de faire au mieux. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui concerne au fait les 4 valeurs agiles. Et donc, le manifeste, au fait, c'est un fichier qui est en ligne. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne si vous tapez manifeste agile. Donc, vous verrez, au fait, tout ce qui est satisfaction client, accueillir les changements, livrer fréquemment. Donc, voilà, là où on dit de privilégier, au fait, le dialogue, le client et l'équipe projet. Donc, voilà, ce sont des choses vraiment à retrouver sur Internet. Donc, je vous laisse chercher ça un peu plus tard. Et si vous avez des questions, bah, faut pas hésiter à revenir vers moi. J'ai mon LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter. Donc, les échanges, c'est toujours bien et moi, j'aime bien. Voilà. Même si on n'est pas d'accord sur des choses, c'est toujours bien à prendre. Voilà. Donc, ça pousse la réflexion un peu plus loin. Donc, j'adore. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas détailler tous les 12 principes. Hein. Voilà, il y en a pas mal. Donc, je vous laisserai chercher ça un peu plus tard. Et donc, là, je vais profiter pour introduire la différence justement entre agile et agilité. Donc, on en a déjà parlé avec Michel, donc il m'avait dévancé pour le coup. Donc, ici, l'agilité, en fait, on va avoir tout ce qui est la capacité en face du changement, non prévu surtout, donc amener des réponses innovantes. Donc, l'agilité, ça va être ça. Et donc, on va utiliser quel outil ou on va utiliser quelle méthode? Ben, c'est là où on parle de méthode agile, au fait. Voilà. Donc, c'est là où on parle de méthode agile. Et donc, j'ai mis un pas dans le lean, donc progresser dans un environnement non prédictif. Donc, parce que j'aime bien le lean et je n'hésite pas à parler de lean parce que je pense que c'est la base des bases pour moi. Donc, diminuer le gaspillage au plus et développer, au fait, des choses de qualité. Donc, voilà. Du coup, on va passer moins de temps à faire, bon, moins de temps, c'est relatif, c'est-à-dire qu'on va éviter de faire des choses inutiles et vraiment être focus sur ce qui nous procure de la valeur. Voilà. C'est vraiment ça, en fait, une pensée, voilà, c'est une façon de penser lean. Donc, je pense que c'est né au Japon, non, Michel? La, le lean, je pense que ça a été mis en place, c'est pas au Japon en premier, je ne sais pas trop. Oui, tu es tout Japon, à fait, tu es hein? tout à fait correct là-dessus. Enfin, d'après mes références aussi. Hein. L'idée du lean, c'est un peu comme tu l'as présenté, c'est éviter les gaspillages au départ. C'est un petit peu plus complexe que ça, et notamment, tu as prononcé la notion d'amélioration continue. C'est lié à cette notion-là aussi. Hein. Donc, sincèrement, j'adore t'entendre parler parce que je trouve que tu utilises, sans vouloir bêtement te lancer des fleurs, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses et surtout de les présenter de manière très nuancée. Bon, bah, Voilà. merci. J'espère que c'est le cas avec tous nos invités ici. Si c'est compréhensible, moi, voilà, c'est satisfaisant pour moi. Donc, voilà, bah, le but vraiment, c'est d'échanger
Après, souvent, je précise, hein, je n'ai pas la connaissance absolue. Donc, moi, quand je présente des choses, j'attends en fait de l'interaction vraiment parce que moi, j'apprends et puis bah, vous apprenez aussi. Hein, donc, c'est le but des échanges. Hein, voilà. Donc, on se donne voilà, de bonnes astuces comme ça. Puis, voilà. Est-ce que tu es partant pour un petit échange maintenant? Mais Java, j'essaye de ne pas trop intervenir parce que c'est ta présentation, ce n'est pas la mienne. Hein, donc, mais est-ce qu'on peut revenir sur le slide précédent, si tu veux bien? le slide précédent. Oui. Ça? L'autre encore. Encore, tac. Oui. Encore un coup, voilà. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose, moi, souvent, qui me fait réagir, parce que je veux bien… Alors, ça, c'est excellent pour présenter la méthode agile. Je suis 100% d'accord avec toi. Simplement, les gens qui sont exagérément pour l'agile et je dirais presque viscéralement contre le cycle en V, hein, eh bien, ils disent, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de collaboration, l'équipe est mal gérée, il n'y avait pas d'objectif, etc. Quoi. Ce qui est fondamentalement ridicule, évidemment. Non, totalement, ouais. Non, mais je ne dis, Okay. voilà, moi, voilà, c'est totalement, en fait, je pense que c'est l'euphorie, au fait, quoi. C'est le fait de, voilà, il y a l'avènement d'un nouveau mode de fonctionnement. On renie totalement l'autre. Non, mais ce n'est pas du tout le cas. Je pense que le cycle en V, j'en ai fait beaucoup, hein. Donc il y a toujours une bonne collaboration, voilà, il y a de la bonne ambiance parce que moi, dans les équipes, qu'est-ce que je recherche en premier? C'est la bonne ambiance parce que je passe beaucoup de temps au travail, donc je n'ai pas envie d'aller me stresser au boulot. Quand je vais au boulot, Bien sûr, je passe 7 ou 8 heures, donc voilà, il faut que ce soit vraiment dans un environnement assez sain, donc avec du fun, donc puis on travaille comme ça. Donc il y a de la collaboration. On atteint souvent, voilà, on atteint plus souvent les objectifs aussi. Et puis, voilà. Après, on peut critiquer aussi, voilà, on peut critiquer cette manière de travailler là, mais on ne va pas dire que ça ne… Voilà, c'est pour ça que je le disais au début, on ne va pas dire, tiens, on le jette à la poubelle parce que ça ne marche pas. Non, voilà, on a eu à gérer pas mal de projets avec. Donc, ça marche, voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Il ne faut pas dire non plus, ah, tiens, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas de la collaboration. Ce n'est pas du tout vrai. Ben, pour un truc vraiment, j'ai presque envie de dire ridicule, hein, je ne peux pas imaginer un seul directeur général d'une entreprise qui accepte qu'on dépense de l'argent pour développer un projet sans qu'il y ait des objectifs et sans que ce projet va apporter une valeur ajoutée. Donc, le type qui dit dans l'approche en V, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'objectif et il n'y a pas de collaboration, je pense qu'il n'a jamais passé une seule journée dans une entreprise et parlé un tout petit peu à son directeur général. Hein. Voilà, pour faire très simple et un peu caricatural. Hein. Mais merci en tout cas de m'avoir donné la possibilité de revenir un peu là-dessus. Je t'en prie, c'est normal. Après, les autres, il ne faut pas hésiter. Hein. Je ne vois pas tout le monde parce que là, je suis en mode présentation. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Je ne sais pas si en temps, il y a des gens qui nous ont rejoints. Il y a Mouni, je vois Yapo. Voilà, il ne faut pas hésiter, Cédric. Ah, bah, il y a du beau monde. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper. Donc, je pense, voilà, voilà. Donc, je laisse Michel intervenir parce qu'il est… Voilà, il se porte volontaire, mais après, c'est valable pour tout le monde. Hein. Voilà, je suis vraiment là pour discuter autour de tout ça. Et puis, voilà, je veux qu'on quitte au fait cette cérémonie avec des choses qu'on aurait appris de chaque côté, hein, de mon côté, de votre côté. Et puis, pourquoi pas prévoir ultérieurement voilà, un autre point, une autre cérémonie. Et voilà, pour répondre à plus de questions ou même pour amener une autre façon de présenter les choses. Voilà, je suis vraiment ouvert à tout ça. On va pouvoir continuer. Je ne sais pas où on en était. On était ici. Alors, j'avais fait un peu la différence entre agilité et méthode agile. Donc, voilà. Donc là, en fait, on a la méthode agile. Voilà, je pense qu'on en a déjà parlé. Hein. Là, je fais un petit résumé. Donc, c'est un cadre de travail en fait, qui permet de résoudre un problème complexe, donc par la mise en place de solutions flexibles. Voilà. Donc, ça dit, solution flexible, ça dit on va plus accepter le changement. Donc, là, on se répète. Donc, on va produire voilà, là, c'est redondant. Donc, produire des produits de valeur. Donc, alliement entre les équipes, voilà, du coup, bah, pour rationaliser le processus de livraison logicielle. Donc, ça dit qu'on va avoir des itérations, des cycles de livraison produits assez courts
par exemple, si je développe une application qui va servir au fait de bloquer des rendez-vous cliniques ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au début, au fait, on va, voilà, qui va peut-être nous servir de prendre des rendez-vous dans le domaine médical, et puis voilà, dans un premier temps, et puis après, on va avoir des fonctionnalités au fait, qui vont nous permettre de discuter directement avec un médecin, et plus tard encore des fonctionnalités qui vont nous permettre d'échanger avec d'autres malades, voilà, je dis tout et n'importe quoi. Donc, au fait, dans la méthodologie, au fait, on va commencer déjà à fournir une application qui permet de prendre un rendez-vous aussi simplement que possible. Voilà, donc ça, c'est une première itération. Donc, on va travailler déjà à faire ça. Voilà, une fois que ça, c'est bon, on va livrer. Du coup, ça va aller en production. Le client va pouvoir tester. Et du coup, s'il y a des bugs ou s'il y a des retours, il va pouvoir faire ses retours. Et pendant ce temps, l'équipe de développement est en train de produire encore des fonctionnalités, justement, pour permettre au fait de prendre un rendez-vous et aussi d'avoir des discussions vidéo avec le médecin. Voilà. Donc, ce sont des fonctionnalités, on va les traiter au fur et à mesure. Et une fois qu'une fonctionnalité est effective, on le passe en production. Allô, Nabi, on ne voit pas la présentation. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, c'est correct, c'est bon. On voit la présentation. C'est le cas pour tout le monde? Ok. Bon, pour moi, c'est pas bon. Je vois pas. Bon, désolé alors. Ah, ok. Désolé, c'était à mon niveau. Désolé. Ah, ok. Désolé. D'accord, pas de Non, problème. c'est bon pour moi, oui. Ok, bah nickel, pas de souci. Pas de souci. Voilà, donc je disais vraiment, en fait, l'approche, voilà, l'approche changement, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc, on va développer, on va sortir des fonctionnalités, on va livrer. Et au final, en fait, c'est pas plus mal que ça parce que tu as une application qui marche déjà et ça dit que tu ne payes pas pour rien. Voilà, donc tu as une application déjà qui te fait rentrer un peu d'argent en attendant. Donc, c'est pas plus mal que ça. Donc, là, on va faire l'introduction en fait, aux méthodologies agiles, donc phare. Donc, on va les retrouver plus souvent en fait, dans les entreprises. Donc, c'est la méthode Scrum. Donc, et puis, on a le Kanban, on a la méthode SAFe. Donc, agile du coup, SAFe, c'est agile à l'échelle. Donc, c'est vraiment qu'on veut faire de l'agilité. Voilà, même, comment je dirais ça, mettre en place un système un peu plus à la maille au fait d'une organisation. Voilà. Et puis, on va retrouver des méthodes LESS et Scrum de Scrum. Voilà. Donc, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails parce que voilà, c'est assez technique, mais voilà, avoir quand même l'idée qu'il y a ces méthodologies-là qui existent. Et moi, personnellement, je fais beaucoup de Scrum parce que je pense que la mise en place, elle est simple. Et puis, on peut l'étendre en fait, à plusieurs équipes, donc notamment en faisant du Scrum. Voilà, on verra ça un peu plus tard dans les slides. Hein. J'ai prévu en fait, une petite illustration sur ça. Et puis, je fais aussi du Kanban. Donc, le Kanban, en fait, c'est on va avoir un tableau de bord donc avec des tâches, donc des to-do, in progress et done. Voilà. Donc, on va faire ce qu'il faut faire des flux et du coup, on va les prendre, on va exécuter des flux les unes après les autres. Les uns après les autres, on dit un flux, pardon. Donc, voilà. Et puis là, en fait, on va introduire plus la partie Scrum. Donc, actuellement, c'est ce que je fais le plus donc, dans mes équipes. Donc voilà, le chemin, il est assez simple. Hein. Donc, le cas de travail Scrum, en fait, on va avoir, elle est basée en fait, sur un système où on aura des cérémonies. Donc, on a à peu près 5 cérémonies. Hein. On a le daily Scrum. Donc, le daily Scrum, ça parle déjà à quelqu'un ou pas, vu qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints. La méthodologie Scrum, ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Mais oui. Michel et d'autres personnes? Ne soyez pas timide. Hein.
Ok, j'ai pas de oui, donc j'imagine que c'est... bon, j'ai pas de non, donc je suppose que c'est OK pour tout le monde. Voilà, donc la méthodologie Scrum, au fait, on va avoir des cérémonies. Donc, le delimiting, au fait, c'est une cérémonie qu'on fait chaque matin. Après, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui le font le soir. L'après-midi, on va dire en fin d'après-midi. Donc, c'est un atelier, voilà, ou une réunion, hein, donc, qui sert, au fait, à l'équipe. Par exemple, je vais décrire mon cas, ça va être un peu plus parlant. Donc, chaque matin, en fait, dans mon calendrier, j'ai calé un point donc avec les équipes, avec les membres de mon équipe. On a à peu près une dizaine ou 9 personnes. Voilà. Donc, chaque matin, les développeurs, en fait, vont échanger. Voilà, ça dure à peu près 15 minutes, hein, ça ne dépasse pas ça, en fait. Voilà, c'est pour vraiment mettre à jour ce qui a marché la veille, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Après, ça a un peu évolué, mais voilà, c'est vraiment, ça va tourner autour de ça, quoi, pour faire des mises à jour assez rapides. Et s'il y a des points de blocage, donc je dis ça pour l'équipe de développement, hein, voilà, s'il y a des points de blocage, qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà, par exemple, moi qui développe, voilà, je peux rencontrer un problème, peut-être que j'ai rencontré un problème hier en fin d'après-midi, et du coup, j'ai cherché peut-être 1 heure ou 2 heures, je n'ai pas trouvé la solution. Et le matin, je viens dans l'équipe, je dis, bah, tiens, moi, j'ai un souci parce que j'essaie voilà, j'essaie d'implémenter une fonctionnalité qui ne marche pas. Voilà, donc, voilà, je demande à l'aide au secours, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'ai un collègue développeur qui peut me dire, ah, bah, tiens, ça, j'ai déjà rencontré ce type de souci-là. Il n'y a pas de souci. Après le délit, on se fait un point. Voilà. Donc, l'idée, au fait, du délit, c'est de faire un point global, donc, autour de l'équipe, voilà, pour statuer, au fait, de tout ce qui est fait actuellement. Et du coup, en Scrum, on a ce qu'on appelle le sprint. Donc, le sprint, au fait, c'est un cycle. Par exemple, on va prendre sur une période de 2 ou 3 semaines. Du coup, on va prendre des fonctionnalités et on va se dire, bah, ces fonctionnalités-là, on va les traiter pendant 3 semaines. Et dans les 3 semaines, il faut qu'on puisse les finir. Après, je dis les finir, mais ce n'est pas obligé. Si on a rencontré le problème, peut-être sur 10 tickets, sur 10 fonctionnalités, peut-être qu'on pourra en livrer peut-être 9 ou 8. Donc, voilà. Donc, ça montre qu'on avance. Ça montre aussi qu'on a peut-être eu des problèmes, donc on n'a pas pu livrer les 10. Ce n'est pas bloquant. Voilà. C'est vraiment assez flexible à ce niveau-là. Donc, pour faire un peu plus simple, voilà, donc on a des événements comme le daily meeting, on a la planification des sprints. Donc, c'est là où on va planifier en fait, les fonctionnalités, on va les estimer. On va dire, bah, pour une fonctionnalité, on va voilà, ça va nous mettre un peu plus de temps ou moins de temps. Du coup, c'est là où vraiment on va construire tout ça. Et du coup, on a la review, la sprint review. La sprint review, en fait, on va faire une démo. C'est-à-dire on va commencer un sprint de 3 semaines et arrivé au bout de 3 semaines, on va présenter au fait aux équipes, on va présenter au fait à l'extérieur aux clients ce que l'équipe de développement a pu produire au fait comme boulot. Voilà. Alors, s'il te plaît, Nabi, est-ce que je peux poser une question? Dis-moi. Ah, allô? Oui, allô, est-ce que je peux poser une question? Pas de souci, dis-moi. Je veux savoir, toute la construction qui se fait, donc tu parles, tu utilises quel outil? J'avais entendu qu'on pouvait utiliser Microsoft Project pour faire ça aussi. Quel outil, toi, tu utilises dans ce que tu fais? Généralement, en fait, on utilise Jira. Donc, il y a Jira, il y a Confluence, tu as un outil aussi, tu as... j'oublie le nom déjà, tu as Trello ou un truc comme ça. Voilà, au fait, il y a pas mal d'outils, mais généralement, moi, j'utilise Jira et ça marche bien parce que tu as un système de workflow, tu as un système de filtre. Au fait, voilà, tu peux vraiment t'amuser avec ça, quoi. Voilà, donc Jira, ça s'écrit J-I-R-A. Donc, c'est un outil, Oui. au fait, voilà, c'est un outil que tu peux utiliser, au fait, pour vraiment gérer ton backlog. Et ici, quand je parle de backlog, on peut voir, au fait, au milieu, sur le schéma, en fait, c'est écrit backlog ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, donc on a le backlog. Donc, le backlog, c'est quoi? C'est, en fait, c'est un tableau où on va mettre toutes les fonctionnalités. Du coup, voilà, on va y mettre toutes les fonctionnalités. Et du coup, les fonctionnalités qui sont priorisées, en fait, on va les déplacer du backlog
dans un sprint spécifique. Donc, ça peut être le sprint actif, au fait, où on peut préparer aussi des sprints en amont, le sprint 2, le sprint 3. Du coup, voilà, on peut alimenter, au fait, et tout ça, ça se passe dans Jira, hein. C'est assez puissant comme outil. Et du coup, dans l'équipe Scrum, du coup, on a les développeurs. Donc, là où ma souris est, du coup, il y a les développeurs. Il y a le product owner. En gros, c'est le propriétaire, c'est le responsable du produit. Donc, en gros, c'est celui-là même qui a la connaissance du produit et qui a une vision un peu plus... voilà, qui a une vision vraiment plus étendue. Voilà, c'est vraiment le responsable du produit. Par exemple, si je dois développer une application mobile toujours pour ma prise de rendez-vous, en fait, c'est le product owner en fait, qui va rédiger toutes les fonctionnalités à mettre dans le backlog. C'est-à-dire c'est lui qui a la maîtrise en fait, sur tout ça. Voilà. Et donc, le client, bah, c'est ceux-là même qui vont consommer en fait, l'application, ou le métier, c'est ceux-là même qui ont besoin, en fait, c'est eux qui ont le besoin. Et ils vont exprimer le besoin au product owner. Et le product owner va plutôt prendre ces besoins-là et il va les matérialiser en forme de tickets qu'on va appeler des tâches, voilà, des user stories, donc des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là, en fait, il va les mettre dans le backlog. Et dans le backlog, en fait, on va sortir en fait, des tickets qu'on va appeler user story. Et les user stories vont être en fait, déplacés dans un tableau en fait, Jira, voilà, Jira justement. Donc, on va avoir un tableau Jira où il y a une partie to do, donc à faire, une partie in progress, donc en cours de développement, une partie plutôt review, donc relecture de code. Parce que si le développeur en fait, finit de développer, il doit souvent faire une relecture avec un autre développeur pour dire, tiens, je finis ça, j'ai mon collègue qui a vérifié, c'est bien OK. Et on le passe dans une autre colonne qui est plutôt terminée, done. Voilà. Donc, en fait, c'est un chemin en fait, que les user stories vont emprunter. Et donc, voilà. Et la rétrospective, en fait, j'adore la rétrospective parce que c'est une réunion qu'on fait en fin de sprint. Par exemple, si on a une période de développement de 3 semaines, au bout de 3 semaines, en fait, une fois qu'on aurait fini de faire la review, la démo, on va faire la rétrospective, donc la rétrospective. La rétrospective, en fait, c'est quoi? C'est une réunion qu'on va faire avec l'équipe de développement et avec le product owner, les développeurs. Ça dit, sur toute la période du sprint, de 3 semaines, on va dire exactement ce qui a marché. Donc, ce qu'on a pu faire, les choses qu'on a mises en place, au fait, qui ont marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a oublié de faire, et pour l'avenir, au fait, comment est-ce qu'on pourra le faire mieux? Ça, vraiment, c'est la rétrospective. Donc, ça sert vraiment à inspecter et à dégager des actions afin de s'adapter, au fait. Voilà, donc ça, ce sont, j'avais oublié peut-être de dire, les piliers, au fait, de Scrum, c'est quoi? C'est la transparence, au fait. Hein. Donc, sur ce chemin-là, en fait, tout va être transparent. C'est-à-dire, s'il y a des informations, s'il y a des blocages, on ne va rien cacher, il faut que ce soit transparent. Et au sein de l'équipe, et au niveau du client et du métier. Voilà, il faut que ce soit vraiment transparent. Une fois que tout est transparent, même entre les développeurs ou tout ce qui suit, il faut que ce soit transparent. Et une fois que c'est transparent, on peut mieux inspecter au fait. Voilà, parce que quand tu ne sais pas de choses, quand tu n'es pas au courant de quelque chose, tu ne peux pas apporter au fait des solutions. Voilà. Donc, tout simplement, on ne va pas se cacher les choses, on va se dire les choses franco, cash. Pourquoi? Parce que on n'a rien à se reprocher, on travaille en équipe, on est soudés, on essaie de faire un travail qui va produire de la valeur, tout simplement. Donc, une fois que c'est transparent, on va pouvoir inspecter ce qui va, ce qui ne va pas, et pouvoir apporter des solutions, bon, voilà, pouvoir s'adapter, quoi. Donc, apporter des améliorations, en fait. Donc, c'est là où, justement, on dit tout ce qui est amélioration continue. Voilà. Il y a des questions sur ce schéma-là. Je prends un peu plus de temps parce que c'est important, il faut bien comprendre le principe. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je bascule directement sur une de nos modes de fonctionnement. Du coup, bah, ça, c'est le Kanban, donc j'en parlais. Du coup, voilà, c'est une autre solution
qui s'ajoute aussi voilà, à Scrum. Donc, on a Scrum, on a Kanban. Et Kanban, en fait, c'est assez simple, hein, voilà. Donc, on va avoir un gros tableau. Et souvent, dans des équipes, en fait, on a un Scrum Master ou dans des équipes, on a un chef de projet. Voilà. J'ai eu des fois où on avait un chef de projet, et puis voilà, on était en mode Kanban. Ça veut dire qu'on va avoir des idées. Du coup, on va les mettre là. C'est le backlog, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, j'ai une question. Dis-moi. OK. J'ai vu ta première présentation. Oui. Je veux savoir, en fait, dans les différents tu peux revenir au slide précédent. Je veux juste voir quelque chose. Celui-là, là? Je veux juste savoir, oui. Je veux juste savoir si pendant les différents sprints qui sont présentés là, oui. je vois développeurs, je vois product owner. Je veux savoir client, tout ça. Je veux savoir, est-ce que certaines parties prenantes telles que peut-être le sponsor ou telles que, par exemple, je dis n'importe quoi, le régulateur, bon, d'autres départements externes sont aussi parties prenantes dans toutes ces étapes-là, parce qu'il me semble n'avoir pas entendu. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas parties prenantes, c'est pourquoi tu n'en as pas parlé, ou peut-être qu'ils font partie de l'équipe, mais ils ne doivent pas intervenir là. Si, au fait, on a les parties prenantes. Au fait, tout ce qui est client, métier, stakeholders, voilà, bah, les parties prenantes, au fait, ils vont se situer au même niveau que là. Hein, voilà, ils vont vraiment être. En fait, ils vont. Et souvent, voilà, bah, comme tu le dis, hein, voilà, il y a les sponsors, les parties prenantes, des choses comme ça. Donc, ils font partie aussi, mais ils ne sont pas internes, au fait, à l'équipe. Ils sont externes à l'équipe. Voilà. L'équipe, c'est vraiment les développeurs, le product owner, le Scrum Master. Et donc, à côté, on a les clients où on va être, du coup, c'est là où le product owner, en fait, va être en relation avec le client, le métier, pour vraiment prendre les besoins. Voilà. Donc, justement, à ce niveau-là, souvent pendant les démos, donc au niveau de la revue de sprint, on invite justement ces parties prenantes-là, ces sponsors-là, parce que c'est eux qui, voilà, souvent qui financent le truc. Donc, voilà, on les invite. Ils vont, voilà, c'est là où vraiment on va inviter, c'est vraiment sur cette partie-là, la démo, qu'on va inviter ces parties prenantes-là, ces sponsors-là, à venir regarder ce qui a été fait par les développeurs et voir justement si ça correspond à leurs attentes. Donc, du coup, ils auront le droit en fait, de faire des remarques et ces remarques en fait, vont être prises en compte par le product owner et lui, il va faire des tickets en forme de user story qu'on va peut-être embarquer dans le prochain sprint. Je réponds à ta question? OK, c'est bon pour moi. D'accord, nickel. Nabi? Oui. Je voudrais poser la même question que Gilles, mais tout à fait en rapport avec l'IIBA et le business analyst. Eh bien, dans une démarche Scrum, la question c'est où sont les business analysts? Où est le business analyst? OK. C'est une question intéressante parce que justement, dans mon équipe actuellement, sur ma nouvelle mission, oui. Parce que je suis, si je ne l'ai pas dit, en fait, je suis indépendant, en fait. Donc, je suis passé indépendant. Donc, je suis, voilà. Donc, je fais pas mal de missions. Donc, je suis là aujourd'hui, demain, je suis ailleurs. Donc, voilà. Et là, je viens d'arriver dans une nouvelle mission. Donc, là, je suis vraiment en train de construire mon équipe. Et donc, j'ai des développeurs qui arrivent. Là, j'ai eu mon product owner donc, qui est arrivé aussi. Et justement, je viens de rencontrer ma business analyst. Je l'ai rencontré hier. Et la question que m'a posée ma product owner, c'est du coup, le business analyst, elle aura quel rôle? Est-ce qu'elle va faire le même boulot que moi? Ou comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que moi, je n'avais jamais travaillé avec un business analyst. Voilà. Donc, dans une équipe Scrum, c'est aussi simple que ça. Le business analyst va être un second, si je peux le dire, hein, va être un second au product owner. C'est-à-dire que si le product owner manque de temps à consacrer à l'équipe, parce que elle est en relation avec le client, avec le métier, pour recueillir les besoins, pour faire des réunions, des choses comme ça,
on n'aura plus, en fait, le PO qui, moi, j'appelle ça PO, c'est Product Owner qui est dispo pour l'équipe. Et du coup, c'est là où la business analyst, en fait, que moi, j'appelle en tout cas proxy PO, donc proxy Product Owner, va prendre le relais et va aller vers les équipes, va prendre le besoin de l'équipe et puis transmettre un peu plus tard au Product Owner. Voilà. Donc, ça dit qu'ils vont travailler en duo, donc et le Product Owner et le business analyst, pour l'équipe et pour le métier. Voilà. Donc, ils ne vont pas tout le temps être ensemble parce qu'il y a une qui sera peut-être absente à un moment donné qui va aller prendre les besoins. Donc, c'est vraiment, ils vont faire un travail vraiment ils vont se compléter. Ils vont se compléter. Je n'aime pas dire le mot, mais le billet, c'est comme un peu le secrétaire du product owner. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel. Mais en fait, ma question est simplement basée sur mon expérience personnelle, hein, notamment dans le cycle en V que tu as présenté tout à l'heure en développement traditionnel. Et puis, je repense aussi à la question de Gilles qui parlait de Microsoft Projet. Sur un projet, entre guillemets, traditionnel, on va en effet utiliser Microsoft Projet, mais qui n'est pas aimé par les gens de l'agilité parce que c'est un produit très difficile à utiliser. Et d'autre part, sur un projet traditionnel, il y a un chef de projet et un business analyst. Et puis, quand on arrive chez Scrum, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas de business analyst, officiellement. C'est ça. Et donc, il faut regarder ce qui se passe sur LinkedIn, mais sur Medium aussi, et sur d'autres sites, sur d'autres blogs, où des gens échangent des idées, des réflexions, etc. La communauté de business analysts, je ne parle même pas de chefs de projet, mais la communauté des business analysts se pose beaucoup de questions sur le rôle des business analysts dans un monde agile. Et donc, à mes yeux, l'IIBA, qui a sorti l'extension agile du BABOK, cherche à créer une place pour le business analyst dans un monde agile. Qui n'est pas fondamentalement interdite, hein, ou recherchée, mais puisque Scrum est la méthode la plus répandue pour faire de l'agilité, eh bien, entre guillemets, désespérément, mais ça c'est une appréciation personnelle, désespérément, à tort à mon avis, mais beaucoup de business analysts se posent des questions sur où est ma place dans tout ça. Et donc, on voit apparaître beaucoup de réflexions sur c'est quoi la différence entre un product owner et un business analyst, quelle est la place de l'un et l'autre, l'un est spécialisé là-dedans et l'autre est spécialisé là-dedans, mais il y a quand même une intersection. Bref, ça rime et ça rame pas mal hein, sur ce truc-là. Et pour moi, c'est un des problèmes de la méthode Scrum, c'est que si les rôles Scrum sont bien définis, et tu l'as bien défini ici, Scrum Master, Product Owner et développeur, voilà, à mon avis, comme disent les Anglais, à mon humble avis, hein, IMHO, in my humble opinion, il manque cruellement sur ce schéma, mais ce n'est pas de ta faute, hein, ce n'est pas toi qui l'as oublié. Là, tu es complètement fidèle à Scrum, mais pour moi et pour beaucoup de business analystes, et je suis business analyst hein, d'abord, enfin, j'ai fait beaucoup d'IIBA, j'ai une certification CIBAP, etc. Donc là, moi, je déplore, entre guillemets, l'absence formelle d'un business analyst. D'autant que derrière ça, un des inconvénients, une des difficultés, alors on va le dire comme ça, une des difficultés du product owner, c'est qu'il est à la fois le chef de projet et le business analyst. C'est ça. Et pour moi, sincèrement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Parce qu'en plus, il faut quand même savoir que le product owner, il est où dans l'organisation de la société? Tiens, donne-nous ton expérience à toi. Les product owners que tu connais, que tu as rencontrés lors de ces projets, est-ce que ce sont, entre guillemets, des informaticiens dans le sens où ils appartiennent au département informatique, ou est-ce que ce sont plutôt des utilisateurs
tu sais qu'on parle aussi du subject matter expert, hein, l'expert dans un domaine fonctionnel, mais un expert dans un domaine fonctionnel est un business, il n'est pas dans l'IT. Non, pas du tout, c'est ça. Alors, Après, est-ce que tu as constaté ça? Toi, les product owners que tu connais, est-ce que ce sont des gens qui travaillent dans le département IT ou est-ce que ce sont des gens qui travaillent dans le département des utilisateurs, des sponsors, comme disait Gilles tout à l'heure, tout ça? Quelle est ton bah, expérience à toi? il y a des cas où je rencontre justement des gens qui sont dans l'IT et il y a des cas dans l'autre sens, mais ces dernières années, j'en ai croisé plutôt pas mal qui sont dans l'IT. Oui, Justement, souvent, le product owner est vu comme un chef de projet aussi. Et justement, parce que moi, je discute beaucoup sur LinkedIn, je discute beaucoup avec les gens. Donc, ça peut oui. être l'occasion, si vous avez des questions, mon LinkedIn, c'est Navi Traoré. Donc, je fais pas mal de posts, des sondages, des choses comme ça autour de la discussion. Et voilà. Donc, le rôle de product owner est devenu un peu lourd, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire parce que s'il doit jouer à la fois chef de projet et un peu être dans le fonctionnel recueil de besoins clients, ça fait un peu trop lourd. À mon humble avis, c'est pour ça, en fait, que ils essayent d'insérer maintenant, en fait, des billets, donc plus couramment appelé proxy au product owner, hein, aussi simplement que possible, voilà, pour vraiment aider ces product owners-là à, voilà, à, à donner un peu plus de bande passante au product owner, quoi. C'est tout simplement ça. Donc, après, Scrum, même toute la méthodologie, moi, je me dis, souvent, c'est pas, voilà, c'est pas complet. Et même des documents comme le Scrum Guide, c'est pas complet, hein. C'est fait volontairement, en fait, euh, incomplet pour permettre, en fait, aux équipes de s'adapter et ajouter des choses qui, selon elles, peuvent les aider vraiment dans cette démarche-là, voilà, de production de valeur. Voilà. C'est-à-dire, si on a besoin d'une billet dans l'équipe Scrum, c'est pas du tout formé. Voilà, il faut se poser la question pourquoi on a besoin de ce business analyst au sein de l'équipe et comment est-ce qu'on pourra, voilà, c'est quoi son rôle. Et moi, quand je commence un projet, la première chose que je fais, en fait, c'est l'identification de rôle. Et quand tu n'identifies pas le rôle au sein de l'équipe, on se pète la gueule à coup sûr, au fait, parce que tout simplement, on va se marcher dessus. Voilà. Donc, la première chose que je fais, c'est vraiment l'identification de rôle. Et justement, j'en parlais, je fais un sondage sur LinkedIn en tant que Scrum Master. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un background technique? Ou est-ce qu'il faut avoir été chef de projet? Ou est-ce que tout simplement, il faut maîtriser au fait, l'agilité dans sa globalité? Et, peut-être voilà, Scrum. Voilà. Et la plupart des réponses, en fait, voilà, c'est vraiment, voilà, il faut maîtriser Scrum et l'agilité en globalité. Parce que moi, c'est vrai que je suis technique, je fais beaucoup de dev, donc souvent je vois des choses, donc, mais même quand je vois des choses, au fait, je n'interviens pas. Je me pose, je pousse l'équipe à se poser des questions. Voilà, pour vraiment mettre le doigt dessus. Voilà, parce que je ne viens pas dire, tiens, je connais ça, je connais. Non, 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 je pousse l'équipe à voir au fait les choses par elle-même. C'est vraiment ça l'utilité. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il faille avoir un background technique forcément. C'est vrai que c'est un avantage parce que tu comprends les choses assez vite. Mais un bon Scrum Master, voilà, peut aussi comprendre le contexte et apporter sa pierre à l'édifice, hein. Donc, c'est pas, on ne doit pas forcément être chef de projet ensuite Scrum Master ou avoir un background technique avant d'être Scrum Master. Voilà. Donc, j'anime souvent des choses comme ça sur LinkedIn, voilà, des sondages, pas mal de posts. Donc, il ne faut pas hésiter à ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'ajouter et puis ça serait avec plaisir, hein. S'il y a des questions ou des discussions comme ça, moi, je suis toujours ouvert à ça. Donc, c'est fun, c'est... Voilà. Je viens de te lancer une demande de connexion. Eh bien, ça marche. Je l'accepterai tout de suite. Avec On a plaisir. vu le Kanban. Je pense que voilà, c'est un flux continu vraiment. Et donc, c'est un semblant de... C'est un système de salle d'attente. C'est-à-dire qu'on va diminuer le plus possible des tickets en cours
Et ça dit que quand il y a des choses, on va les prendre, on va les finir avant de prendre d'autres choses. C'est vraiment ça le système Kanban, en fait. On va éviter d'avoir plusieurs tickets en cours parce qu'au final, en fait, ça a été prouvé que si on bosse sur plusieurs tickets en même temps, on produit moins. Voilà. Ou même parce qu'il faut finir ça, bah, tu ne finis pas, tu sautes sur un autre ticket, tu ne finis pas, tu reviens sur l'autre. Voilà. C'est pas optimal, au fait. Donc, l'idée, c'est de prendre un ticket et finir le ticket et reprendre un autre ticket, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment le système de fonctionnement de Kanban. On va aller un peu plus vite parce que là, je ne sais plus, il reste combien de minutes. Donc, voilà. Et là, c'est plus un système safe. Voilà. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails de ce slide-là parce que c'est assez complexe. Voilà, je vais être honnête, même pour moi qui suis dans le domaine, donc ce n'est pas toujours assez simple. Hein. Et voilà, pour expliquer ça à des équipes, même pour faire des choses, ce n'est pas simple. Par exemple, dans ma dernière expérience au sein d'un groupe bancaire, voilà, donc c'est un système comme ça. Et quand je suis arrivé, en plus, c'est là où je disais souvent, on s'entête à faire des choses, pourtant on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et on pourrait passer par des petites choses et ensuite grandir, au fait. Voilà. Il y a des organisations qui sont directement sur SAFE parce que, voilà, SAFE, au fait, c'est agile à l'échelle, hein, tout simplement. Voilà. C'est vraiment à la maille d'une organisation. Donc, on ne parle plus d'équipe, mais vraiment, c'est toute l'organisation, en fait, qui s'y met. Et il faut voir ça, en fait, comme un train. Voilà, il faut voir comme un train. Et les équipes, en fait, qui sont dedans, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les équipes que généralement appelées squads. Et au-dessus des équipes, en fait, on va avoir des tribus. Au-dessus des tribus, en fait, souvent, on va avoir des chapters et ainsi de suite. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je ne vais pas m'amuser, en fait, à rentrer dedans. Sinon, je vais vous perdre. Puis, voilà, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, ayez à l'esprit que safe, voilà, c'est juste un framework que vous faites à l'échelle, voilà, du coup, d'agile à l'échelle. Voilà. Donc, on peut voir, vous voyez des termes enablers, des choses comme ça. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même des petites équipes Scrum qui sont dans cette organisation-là. On pourrait même voir ça ici. Hein. Donc, on a un Product Owner, du coup, on a des équipes de développement, on a toujours un Scrum Master, et on va avoir une équipe de coach agile. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses. Du coup, on va avoir aussi un système de PI Planning. PI Planning, c'est quoi? Ce sont des grosses réunions qu'on va faire au fait, avec toutes les équipes, toutes les squads, pour en fait, planifier au fait, planifier en fait les différents thèmes qu'on va aborder sur 3 mois. Voilà, c'est vraiment à long terme. Par contre, pour des sprints, on va avoir des sprints de 3 semaines, de choses comme ça. Il y a un qui fait la fête à Loulou, là. Je ne sais pas si Honora Yapo nous reçoit. Il y a de la musique de ton côté. Ouais. Ah, ok, oui, c'est mon micro qui est ouvert, oui. Ouais. Bah, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, ce que je disais, voilà. Donc, en mode safe, en fait, on va avoir des grosses réunions où on va définir vraiment le périmètre sur 3 mois. Voilà. Donc, c'est vraiment assez complexe. Hein, c'est pas simple à mettre en place. Voilà. D'où, justement, pour des équipes qui ne sont pas habituées, au fait, à être agiles. Donc, voilà, plutôt aller vers des choses assez simples et ensuite grossir. Et pas directement attaquer, au fait, un framework comme CF1. C'est assez compliqué. Voilà. Et du coup, on a plutôt un framework qui est moins compliqué. Donc, je parlais de Scrum. Voilà, on va avoir des équipes, c'est comme ce que je fais actuellement, less ou du Scrum de Scrum. Voilà, on a décidé de ne pas s'aventurer dans ces pour l'instant. Donc, j'en ai discuté avec le coach agile. Voilà, donc on va avoir des équipes Scrum. Donc, vous voyez ici, en fait, on a une équipe, donc avec une Scrum Team, donc des développeurs, un Scrum Master, un Product Owner ou un BA.
Et ici, c'est pareil, on va avoir la même équipe. Ici, c'est pareil, on va avoir une équipe pareille. Et du coup, par contre, il y aura des points de synchronisation. Donc, c'est-à-dire que cette équipe-là et cette équipe-là vont avoir des points de synchronisation à travers le fait les Scrum Masters ou les Product Owners. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire des réunions assez fréquentes. Voilà, je prends un exemple. Hein. On va avoir 3 ou 4 équipes qui vont bosser sur un seul produit. Quand je dis produit, il faut avoir à l'esprit projet. Voilà. Mais en agilité, Michel me dira, on préfère plutôt appeler ça produit. Voilà. Donc, on va avoir un système où on va développer en fait, une plateforme, une application ou autre. Et du coup, il y a 4 équipes qui vont bosser sur ce produit-là. Et du coup, pour coordonner, en fait, voilà, pour coordonner avec ces équipes-là, on va avoir les scrums de chaque équipe qui vont faire des points de synchro avec les scrums des autres équipes. Voilà, on fait ça, en fait, c'est juste pour relever les points de blocage assez vite. Pas attendre que ça arrive avant de dire, ah bah tiens, il y a, voilà. Voilà. Donc, ça dit, on va anticiper ces points de blocage-là. Ça sert aussi à échanger de bonnes pratiques entre Scrum et PO. Et ensuite, on va avoir aussi voilà, du coup, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, on va avoir les 3 scrums au fait qui vont faire des réunions. Et souvent, ça va un peu plus loin. On a un scrum vraiment qui est au-dessus des autres scrums. Donc, en gros, c'est le scrum des scrums, on va dire. Voilà. Donc, c'est lui aussi va avoir le besoin. Et du coup, on va faire des réunions aussi avec lui pour remonter certains points. Puis voilà, lui, il va peut-être gérer ça vraiment à la maille de l'organisation. Voilà. Donc, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui sont mises en place. Donc, moi, particulièrement, je bosse beaucoup en Scrum, un peu de Kanban. Et là, là mon équipe actuellement va expérimenter un peu LESS. Et puis, voilà. Donc, c'est le même principe à peu près que le Scrum de Scrum. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près ça. Donc, ici, je fais ce schéma-là. C'est assez... c'est pour faire un peu la différence. J'espère que Michel ne va pas me taper dessus. Donc, c'est pour faire un peu la différence entre le cycle en V et la méthode agile. Voilà. Donc, on a un schéma où la méthodologie, le cycle en V, au fait, on va recueillir les exigences. Donc, là, on a un gros livre. Hein, voilà. Ça montre à quel point ça peut être souvent lourd. Parce que même pour un développeur, ce n'est pas assez cool le fait d'aller fouiller un gros document Word ou des Excel, chercher le truc. Ça dit que tu perds beaucoup de temps et à peine tu as fini, tu reviens pour développer, à peine tu as oublié certaines choses. Ça dit que tout ce qui t'a lu, tu as oublié plutôt la moitié. Voilà. Donc, c'est un peu rigide à ce niveau-là. Et donc, voilà, on va recueillir les exigences, on va passer beaucoup de temps à faire ça. Après, on va passer à la conception. Après, on va passer au build et les tests. Les builds, c'est tout simplement la réalisation. Voilà, on va passer au build. Et après le build, voilà, on va faire d'autres choses mises en prod. Et puis voilà. Donc, au final, on tombe sur un résultat. Donc, un château qui est construit, mais voilà. Dans quel état final est-ce que ça correspond vraiment à ce que le client voulait? Voilà, ça c'est vraiment un cas spécial. On ne va pas dire que tous les projets qui sont conduits en cycle en V peuvent mal se passer, mais voilà, il y a certains projets quand même qui, à la fin, en fait, le client, pour en avoir fait, hein, on avait fait un projet pour le ministère de la Santé. C'était un cycle en V, donc c'était un projet assez compliqué. Donc, les spécifications, ça a pris beaucoup de temps à sortir parce que voilà, il fallait gérer beaucoup de cas. Et Dieu sait combien de fois on a été voilà, on a fait des allers-retours. On a fini un produit qui n'a même pas fait long feu et le client dit, bah, nous, en fait, ce n'est pas ce qu'on voulait exactement. Pourtant, vous avez exprimé des besoins, mais c'est juste, voilà, ce qui a été développé répond aux besoins. Mais c'est juste qu'en temps, vu que ça a pris quand même 1 an ou des choses comme ça, bah, le besoin a changé. Mais qu'est-ce qu'on fait? À qui la faute? Donc, il y a ce problème-là souvent qui se pose. Et du coup, si je compare ça un peu à Agile, donc par exemple, si on prend une méthodologie, par exemple Scrum, on va avoir des sprints. Par exemple, le sprint 0, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Moi, le sprint 0, souvent, je dis que ça n'existe pas, mais bon, voilà, chacun a son point de vue. Donc, on a un sprint, voilà, du coup, on a différents sprints. Par exemple, dans mon sprint 1,
on va recueillir, au fait, le PO va aller recueillir des besoins, peut-être des besoins, mais voilà, c'est vraiment global. Qu'est-ce que le client veut? Il va recueillir ça et au fur et à mesure, au fait, il va peaufiner, il va affiner ça. Donc, on va sortir des fonctionnalités clés, c'est-à-dire, on va se dire, on a besoin de quoi en premier? Et ensuite, et ensuite, et ensuite. On va vraiment progresser comme ça. Donc, un sprint 1, on va déjà sortir, au fait, un truc comme ça. Au sprint 2, on va sortir des fonctionnalités, on va avoir un petit château comme ça. Et du coup, on va présenter ça au client. On va dire, voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça te correspond jusqu'à là? Il va dire, oui, ça me correspond jusqu'à là. Feu vert pour les prochaines itérations. On va encore prendre des fonctionnalités du backlog. On va les faire remonter dans le sprint 3. Et on va obtenir un truc comme ça. On ira le présenter encore au client. Est-ce que ça répond? Il va faire des modifications. On va dire, bon, c'est bien, mais j'aimerais plutôt agrandir un peu ou j'aimerais mettre un peu plus de... Voilà, des choses comme ça parce qu'en agilité, en fait, on a cette flexibilité-là de prendre les modifications. Donc, on va modifier, on va agrandir des choses. On va obtenir un truc comme ça au sprint 3. Au sprint 4, on va... Voilà, du coup, en fonction des modifications que le client a pu apporter, on va sortir un résultat comme ça. Et le sprint 4 ne marque pas la fin. Peut-être que c'est la fin, peut-être que ce n'est pas la fin, mais voilà, on va avoir quelque chose de potable au fur et à mesure et surtout fonctionnel, tout de suite. C'est-à-dire, si je veux monter un building de 10 étages, je ne vais pas attendre d'avoir construit tous les 10 étages avant de dire, tiens, je vais occuper le rez-de-chaussée. C'est totalement débile, voilà. On va faire le rez-de-chaussée, on va faire le premier, on va mettre ces locaux-là déjà en marche. Et ensuite, on va monter le 1, le 2, le 3, le 4. Ça dit que le client a un produit qui est fonctionnel tout de suite. Ça dit qu'il rentabilise au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Et le cycle en V, au fait, c'est si le projet a besoin d'1 an ou 2 ans, bah, c'est justement à 2 ans qu'on va commencer à mettre la chose en marche et si ça correspond, voilà. Donc, souvent, ça correspond, donc bah, le client est content et tout le monde est content. Mais voilà, ce n'est pas souvent simple. Même quand il y a des changements, ce n'est pas trop flexible, au fait. Même quand le client dit, bah, tiens, moi, je veux faire un petit changement, bah, l'entreprise dit, bah, non, parce que ce n'était pas prévu. Donc, voilà, ce n'est pas trop flexible. Hein. Ça nécessite pas mal de discussions. Donc, voilà ce que je pouvais dire comme comparatif. Voilà, donc l'une ou l'autre, ça peut faire l'affaire, mais voilà, à savoir ce qu'on veut vraiment, et puis de quelle façon on veut travailler, tout simplement. Donc, mon expérience, j'avais fait un slide sur ça, mais je pense qu'au bout du compte, j'en ai pas mal parlé. Hein. Donc, moi, j'étais développeur. Donc, mon parcours est un peu atypique parce que je suis burkinabé. Et donc, je fais un bac en électrotechnique. Après le bac, je suis allé faire la télécom, donc à Dakar. Voilà. Et donc, avec Nadège, on se connaît depuis un bon bout de temps, depuis Ouaga, depuis Dakar. Et ensuite, on s'est retrouvés en France. Et du coup, voilà. Moi, je travaille ici, je réside ici. Donc, et donc, j'étais développeur. Finalement, quand j'arrive ici, je passe en expertise informatique, donc en développement pur. Donc, je développe quelques années quand même. Et puis ensuite, je passe au fait Scrum Master. C'est parce qu'au cours de mes projets, au fait, j'ai travaillé un moment pour la Poste, donc la DSI de la Poste, donc qui produit toutes les applications de flashage, et de supervision de produits. Donc, on avait une équipe full agile, Scrum, PO. Voilà, j'ai vraiment aimé l'environnement. Donc, c'est ce qui m'a poussé vraiment à partir plus vers l'agilité. Et comment ça s'est passé? Bah, je me suis documenté, hein, donc auto-formation. Et j'ai beaucoup discuté aussi avec les Scrum Masters. Je n'hésitais pas à aller sur LinkedIn. Je vois des profils Scrum, je fais des demandes, puis on discute autour de tout ça. Souvent, j'ai des contradictions, souvent, mais voilà, c'est vraiment intéressant de discuter. Il ne faut pas hésiter, en tout cas dans vos domaines, il ne faut pas hésiter à cibler les bonnes personnes. Et puis, s'ils sont sympas, voilà, il y en a qui ne vont pas discuter, il y en a qui ne sont pas sympas. Hein, c'est comme ça. Mais voilà, il y en a qui sont quand même dans la discussion. J'en ai connu beaucoup comme ça. Et à travers tout ça, en fait, ça a conforté en fait, mon choix hein, de devenir Scrum Master.
Et puis, voilà, comme je fonçais comme ça. Puis, peu à peu, sur mes missions, j'ai pris un peu le rôle. Et avec l'appui de mes collaborateurs, de mes responsables, donc j'ai pu prendre le rôle comme ça. Et j'étais assis, au fait, un soir, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas passer ma certification. Voilà. Et puis, quand je passais ma certification, c'était à 1h du mat', donc sur la plateforme scrum.org. Donc, sur un coup de tête, hein, je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas. Et puis voilà. Et donc, Product Owner aussi pareil. Et puis, voilà. Moi, je précise, hein, les certifications ne sont pas là pour juste, voilà. On ne va pas faire des certifications pour faire des certifications. Quand je finis ma PSM 1, il y en a qui me disent, ah bah tiens, tu fais la PSM 2 ou la PSM 3. Je dis, bah non. Mon objectif, ce n'est pas de collectionner la certification. Parce que je connais plein de Scrum qui ne sont pas certifiés, mais qui sont excellents. Donc, c'est juste souvent, on a des organisations qui demandent que le Scrum soit certifié, quoi. Donc, moi, c'était juste pour être assez légitime à ce sens-là. Sinon, ce n'est pas vraiment la course à la collecte. Donc, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de comprendre la façon de penser agile, c'est de comprendre vraiment cette philosophie-là. Et une fois que c'est compris, bah, tu peux peut-être passer une certif pour, voilà, par exemple, s'il y a des postes où on demande d'être certifié, bah, tu es certifié. Voilà, donc la petite histoire, c'est ça. Et puis, j'ai développé pendant un moment. Et à un moment donné, j'ai posé ma démission. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer en tant qu'indépendant et en tant que Scrum Master. Donc, il y en a qui m'ont dit que c'était de la folie. Tu démissionnes, tu ne sais même pas, tu n'as pas d'expérience. Voilà. Mais bon, quand tu écoutes les gens, je pense que c'est un exemple. Hein, quand tu écoutes les gens, tu ne vas nulle part. Et moi, je suis jeune. Peut-être que ça ne se voit pas. Peut-être que ça se voit. Je ne suis pas loin de la trentaine. Je mets même pied, mais voilà. Donc, je me suis dit, je ne perds rien en fait à essayer. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est vrai que je n'avais pas d'expérience au fait en tant que tel, en tant que full Scrum Master. Mais voilà, quand je mes entretiens, ma façon de m'exprimer, et quand je les renvoie en fait sur ma page LinkedIn, bah, ils se disent, bah, le mec, il n'a pas 5 ans, il n'a pas 6 ans, mais on veut bien de lui, en fait, on veut essayer un truc avec lui. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire c'est l'image que j'envoie. Et imaginez un mec qui dit, bah, tiens, je vais être Scrum ou je vais être développeur ou n'importe quoi, il n'a pas d'expérience, ok, tu as un entretien, on te pose des questions, tu n'arrives pas à répondre aux questions, et qu'est-ce que tu as fait? Bah, rien. Bah, même moi, je ne te prendrai pas, en fait. Parce que je ne vais pas prendre quelqu'un qui, voilà. Mais quand tu as un entretien, quelqu'un qui est intéressé, qui a les bons termes, qui, par son expression, tu sais qu'il maîtrise la chose, et ce n'est plus question d'expérience, en fait. Tu le prends, puis tu essayes. C'est vraiment ça. Et quand j'ai eu pas mal de discussions avec des RH, ils me disent souvent, on ne regarde pas que l'expérience. Il y a des gens qui sont 5 ans d'expérience, ce sont des experts, mais on ne le prend pas tout simplement. On préfère prendre un profil assez junior qui ne connaît pas beaucoup, mais il a cette envie-là, il est curieux et il va nous, voilà, voilà, il y a ce petit truc, le fait qu'on recherche souvent. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez atteindre vos objectifs, au fait, sur LinkedIn, tout est possible en 2022. Il faut faire des posts assez intéressants, il faut discuter avec ceux qui ont fait le métier avant vous. Ça marche. Voilà, il faut oser. Une fois que tu oses, au fait, c'est bon. Tu ouvres, au fait, la porte. Voilà, le tout, c'est d'ouvrir la porte. Parce que souvent, on se dit, tiens, je vais attendre, je ne suis pas prêt, je vais attendre, je ne suis pas prêt, mais on ne sera jamais prêt. Voilà, il faut tenter le coup et puis voir ce que ça donne. Voilà. Donc, un peu pour ma petite expérience donc de dev à Scrum. Donc, voilà, maintenant, je suis consultant et puis, donc, voilà, un besoin, on m'appelle au fait selon le besoin et puis voilà, je réponds présent. Donc, je pense que j'étais en avance. Donc, voilà, j'ai répondu un peu à mon slide. Donc, la trajectoire, pourquoi ce choix de trajectoire-là de ma part. Et les soft skills d'un Scrum Master, le mindset agile, certification. Et je donne cette réponse-là ici. Donc, un Scrum Master, c'est quoi? Bah, il doit avoir le mindset agile, c'est-à-dire il doit avoir cette façon de penser-là. La façon de penser agile, c'est-à-dire, moi, quand je parle d'agilité, j'aime bien en fait énoncer le terme lean parce que ça englobe tout. Et voilà, ça dit que l'engagement est vraiment porté sur toute l'organisation. Ce n'est pas à la maille de l'équipe, c'est à la maille de toute l'organisation. C'est-à-dire que tout le monde se met au boulot
pour produire, en fait, de la valeur. Voilà. Et ça, j'aime bien ça. Donc, voilà. Il faut avoir dans la tête, je ne connais pas, j'essaye et j'améliore. C'est vraiment ça. Et du coup, je limite au plus le gaspillage. Voilà. Et bah, par contre, il faut avoir aussi la maîtrise du framework Scrum ou en tout cas tout ce qui est lié à l'agilité, au Kanban, si c'est Kanban que tu veux faire, voilà, il faut avoir cette maîtrise-là. Et moi, dans mon rôle particulièrement, je fais beaucoup de... Voilà, je suis beaucoup dans l'humain, c'est-à-dire que je vais être dans une équipe où je vais faire attention en fait, au caractère de chacun. Parce que pour faire bosser les gens ensemble, ce n'est pas simple. Voilà. Il faut faire attention au caractère de chacun, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut réussir à les motiver, du coup, à les prendre de côté, et expliquer des choses, voilà, discuter avec eux. Et vraiment, pour donner à cette équipe-là une envie de réussir, une envie de livrer, une envie de produire de la valeur. Et voilà, donc ça passe aussi par... c'est pour ça que je disais tantôt, quand je pars au boulot, je veux qu'il y ait une bonne ambiance. C'est la base. Donc voilà, il faut savoir gérer la pression, parce que souvent, ce n'est pas simple. Et donc, en tant que Scrum, il faut savoir gérer la pression. Il faut souvent rester tranquille, même quand l'équipe est un peu... voilà, même quand c'est rude, il faut savoir surtout défendre aussi. Il faut savoir protéger l'équipe. Voilà, des choses extérieures. Voilà, il faut protéger ton équipe, il faut prendre la défense. Voilà, il faut expliquer s'il y a des choses qui ne sont pas finies, il faut savoir expliquer pourquoi. Et du coup, pour arriver à cela, il faut être vraiment complice avec l'équipe. Donc, moi c'est ce que j'essaie vraiment de mettre en place. La confiance, le respect et tout ce qui est engagement. Voilà, si je n'oublie pas les forces de Scrum, c'est ça, en fait, les valeurs. Voilà, moi, j'appelle ça force. Donc, c'est le focus. C'est le focus, donc voilà, et puis c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, il faut avoir un esprit ouvert, il faut accepter les critiques. Quand ça ne marche pas, il faut accepter les critiques. Constructive, en fait, voilà. C'est vraiment ça, donc ouverture d'esprit, le respect, et aussi le courage. Donc souvent, il faut savoir sortir de sa zone de confort, en fait. Voilà. Il faut se dire, même si je ne connais pas, même si je n'ai jamais fait, je veux bien essayer. Voilà. L'équipe est là pour t'accompagner. Voilà. Donc, il faut avoir ce courage-là. Et ensuite, l'engagement. On finit par l'engagement. Donc, vous pourrez retrouver tout ça dans les documentations ou bien il ne faut pas hésiter à me faire signe si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir des références de doc. Et je suis un servant leader, c'est-à-dire que je suis vraiment au service de l'équipe. Je suis vraiment au service de l'équipe. Voilà. Je vais recueillir des besoins, je vais faire des points avec les autres Scrum, je vais faire des points de blocage pour savoir s'il y a des blocages ou pas. Voilà. Je suis vraiment au service de mes développeurs et bien entendu au fait de ma product owner. Et aussi maîtriser les outils. Il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure. Donc, les outils que j'utilise, c'est Jira, donc pour gérer mon tableau de bord, pour la création de mes sprints, pour la création de mes anomalies, des choses comme ça. Et Klaxoon, c'est pour, au fait, vu qu'on n'est pas souvent sur place, donc il y a le contexte de la distance. Donc, moi, j'utilise, au fait, c'est comme, je ne sais pas si on peut appeler ça Zoom, en tout cas, c'est un outil assez puissant, donc pour animer au fait des cérémonies. Agile, par exemple, pour faire des ateliers afin d'accompagner l'équipe à monter en compétence sur des points particuliers. En fait, moi, j'utilise tout simplement Klaxoon. Voilà. Ce sont des outils que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, bien sûr, c'est soumis à des licences. Hein. Voilà. Et donc, en termes de certification, comme je le dis, ce n'est pas une collecte, mais souvent, il le faut. Et donc, il y a la PSM, oh là là, j'essaie de cliquer. Donc, il y a la PSM 1, donc c'est Professional Scrum, Scrum Master. Voilà. Et puis, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et pareil, ça, c'est une certification pour le Scrum Master. Et le deuxième, c'est une certification pour le Product Owner. Donc, c'est Professional Product Owner. Donc, il y a PSPO. Voilà. Donc, c'est Professional Scrum et Product Owner. Et du coup, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 également. Voilà. Et donc, ça se trouve en fait sur la plateforme scrum.org et les prix, ça dépend des niveaux. Donc, mais après, ce n'est pas extrêmement cher. Parce qu'il y a des formations d'une journée ou 2 ou 3 jours qui te coûtent 2000 ou 3000 euros. Donc, ce n'est pas, voilà, pas souvent donné. Et SAFE aussi, voilà, c'est une formation. Et puis, voilà. Donc, il y a des certifications. Pas, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Voilà, il y a plein de formations.
Mais à garder à l'esprit, ce n'est pas la certification qui fait de vous ce que vous êtes, mais c'est vous-même. Voilà. C'est votre capacité à comprendre les choses et puis à produire des choses. C'est tout simplement ça. Et donc, mon rôle dans une équipe Scrum, j'en ai déjà parlé. Et puis là, en fait, il y a le mot magique qui est là, un stockholder, il y a quelqu'un qui demandait. Donc, mon rôle dans une équipe Scrum, voilà, c'est tout simplement ça. Je vais aider le product owner, au fait, à gérer son backlog, à gérer, au fait, les fonctionnalités, à prioriser les fonctionnalités. Je vais aider les développeurs, au fait, à travailler ensemble, donc à mieux développer, à mieux échanger. Je vais le protéger. En cas de conflit aussi entre les développeurs, bah, je vais essayer de régler ça. Donc, l'idéal, c'est que j'arrive à prévenir. Voilà, l'idéal, c'est d'arriver au fait à prévenir déjà le conflit, c'est de ne pas les laisser arriver. Et puis voilà, donc ça, c'est le backlog, c'est tout ce qui est backlog ou le sprint planning. Voilà, j'en ai déjà parlé dans un sprint précédent. Et le prochain slide, ça va être assez intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une phrase on a toujours fait ça comme ça? Il y a du monde? Non, vous avez jamais entendu parler de ça? Michel, oui, bien sûr. Ouais. On a toujours fait ça comme ça. Voilà. Moi, je réponds à ça, je réponds à cette phrase-là par le kaizen. Donc, le kaizen, c'est un terme japonais. Donc, c'est en deux temps. Donc, bah, le kai qui veut dire ça change, hein, si je ne me trompe pas, et le zen qui veut dire bon. Donc, en gros, en français facile, c'est amélioration continue. Voilà. Donc, quand quelqu'un te dit, bah, quand tu fais une remarque, on te dit, bah, on a toujours fait ça comme ça, bah, la question se poser, bah, pourquoi ça a toujours été fait comme ça? Voilà. Parce que si toi, tu n'as pas posé la question, tu fais pareil, il y a quelqu'un qui va venir, qui va chercher à modifier, tu vas répéter exactement la même chose, on a toujours fait ça comme ça. Il va te dire, ah, ok, bon, il n'y a pas de souci, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu médiocre, cette façon de penser. Il faut se demander pourquoi ça a toujours été fait comme ça. Peut-être que dans le passé, c'était vrai, parce que, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Non. C'est comme les mises à jour des téléphones. À une période, c'est vrai, mais après, quand c'est évolue, bah, ce n'est plus vrai. D'où le fait de faire des mises à jour. Donc, moi, je vois ça comme ça. Donc, le Kaizen, c'est tout simplement un processus au fait, qui vise l'amélioration continue. Voilà, il faut se poser la bonne question, et puis voilà. Donc, ça vise vraiment l'amélioration continue au niveau des équipes, au niveau de l'entreprise. Donc, voilà, ici, c'est une faute de frappe. Donc, je voulais dire le fait, c'est une bonne réponse à la plus dangereuse phrase du monde. Donc, on a toujours fait ça comme ça. Ça, j'ai horreur d'entendre ça. Voilà. Donc, voilà, l'amélioration continue, au fait, ça sert à quoi le Kaizen? Ça sert à quoi? Voilà, c'est simplifier les flux, c'est amélioration de la qualité, amélioration des délais, amélioration de la productivité, tout simplement. Et puis, améliorer aussi les conditions de travail. Donc, là, on n'a pas beaucoup de temps, sinon je serais parti un peu plus en profondeur, mais en tout cas, gardez ça à l'esprit. Voilà, c'est améliorer tout ce qui est conditions de travail et puis tout ce que vous voyez là. Et puis là, en fait, voilà, c'est vraiment ça, quoi. La meilleure réponse à cette phrase, c'est le Kaizen. Voilà. C'est-à-dire, il y a une personne qui dit on a toujours fait ça comme ça, il y a l'autre qui va suivre, il y a l'autre qui va suivre, et ainsi de suite. Donc, et souvent, c'est compréhensible, hein, parce que les gens ont peur du changement. Voilà. Ils ont peur du changement et souvent, ils ne veulent pas prendre des risques. Pourquoi toucher un truc qui marche au risque de casser la chose? Voilà. Ils ont souvent peur de ça. Et puis, voilà, soit je ne veux pas me mettre en cause voilà, dans une équipe, voilà, je laisse ça comme ça, je ne veux pas me mettre en cause. Du coup, je ne le fais pas. Et puis, voilà, du coup, je me dis, bah, on a toujours fait ça comme ça. Donc, voilà, le Kaizen, c'est ça. Donc, ce sont des termes, vous pouvez fouiller. On n'a pas assez de temps, malheureusement. Est-ce qu'on n'a même pas dépassé? Léopoldine, on a combien de minutes? Il nous reste combien de temps? On est déjà à plusieurs heures, on est à 1h50. Donc, on peut conclure si jamais il n'y a pas de questions encore. Voilà, donc on va clore ça quand même. Ici, donc, je voulais poser cette question-là. Donc, l'agilité, il y a quel impact au fait pour l'Afrique? Est-ce que, je ne sais pas d'où vous êtes, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, je ne sais pas, est-ce que dans vos pays, dans vos villes, dans vos entreprises, est-ce que ce sont des choses qui ont été essayées? Et est-ce que vous, de votre côté, ça vous tente? Est-ce que, voilà,
Voilà, ce sont des questions comme ça. Et du coup, Léopoldine, je te propose de faire un sondage en même temps avec une question, est-ce que la présentation était satisfaisante ou pas? Est-ce que les gens, ils ont compris? Est-ce qu'il y a moyen de faire une autre cérémonie plus tard, voilà, pour voter, puis on verra bien plus tard, quoi, voilà. Mais là, malheureusement, 1h30, c'est trop petit pour expliquer tout ça. Et voilà, c'est un peu... Ok. Donc, Merci beaucoup, Nabi. Bah, Je pas viens de trop faire là. un commentaire Oui. où je dis excellente présentation, tout en nuances, et tu as apporté beaucoup d'éléments très précis, très concrets, avec des exemples pratiques en entreprise. Je te remercie 1000 fois. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Et si tu acceptes ma demande d'invitation sur LinkedIn, on va rester en contact. Bah tiens, regarde, je te le fais tout de suite là. Tac, ça devrait être bon. Merci, Nabi. Bah de rien, avec plaisir. Hein, avec plaisir. Et, bah, les autres, on ne vous a pas beaucoup entendu. Faut pas hésiter à me poser des questions, même dans la discussion de la présentation. Faut pas hésiter. Ou si c'est un peu... Si ce n'est pas encore mature pour vous, bah, faut pas hésiter. Je peux partager le slide ou même, voilà, ou même donner des références de documentation, des choses comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci à ça. Je suis à votre disposition. Surtout pour ceux qui souhaitent se lancer dans une nouvelle activité, je vous dis go, quoi. Il faut y aller. Et puis, voilà. L'échec est permis. Hein, voilà. Mieux vaut échouer au début. Et comme ça, on sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché surtout. Et puis, voilà, ça nous permet au fait de partir de plus belle. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur le projet, pour ceux qui se disent qu'ils ne sont pas prêts, voilà, on n'est jamais prêt en réalité. Voilà, il faut y aller et puis surtout entourez-vous de bonnes personnes. Hein. Voilà, c'est un conseil que j'ai à vous donner en fonction de ma propre expérience. Entourez-vous de bonnes personnes. Il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, on va clore cette présentation ici. Et je remercie à tous les participants. Et puis, avec plaisir de vous revoir voilà, lors d'une autre cérémonie. Hein. Moi, c'est toujours avec plaisir parce que en fait, c'est Nadège qui a pris contact avec moi. Donc, voilà, il m'a dit, voilà, tiens, bah, j'aimerais que tu fasses une présentation sur le sujet. Et puis, ouais. J'étais ravi parce que quand on parle d'agilité, bah, moi, je kiffe beaucoup. Donc, donc voilà, du coup, bah, quand elle m'a approché, j'ai naturellement dit oui. Et puis, ça sera oui aussi pour la prochaine fois. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais merci à tous. Hein. D'accord. Donc, on va clore la séance du jour. Merci à tous les participants. Merci aussi à Nabi pour son partage d'expérience. Merci aussi à tous ceux qui étaient là. Et puis, on se donne rendez-vous naturellement pour le mois prochain pour un autre billet. Bonne soirée à tous et à chacun. Bonne soirée à tous. Salut, salut. Merci. Ok, merci, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée.